Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? On fait pas chier. On essaye? Allez. Salut à toutes et à tous et bienvenue à Retour à l'écran express. Aujourd'hui, c'est moi Mick qui vous propose une remise en lumière d'un des meilleurs films allemands des années 90, une véritable pépite à redécouvrir de toute urgence. Je veux bien sûr parler de Lola Rent, traduit en France par Cours Lola Cours, avec Franka Potente et Maurice Bleibtreu dans les rôles principaux. On doit cet ovni cinématographique au génie de Tom Tykwer, réalisateur visionnaire qui nous livre ici son 3e long métrage, une œuvre à la fois audacieuse et captivante. Retour sur ce petit film d'auteur philosophique et expérimental, mais surtout énergique et technopop, qui, sans le dire à voix haute, évoque le multiverse. Allez, à vos marques, 3, 2, 1, partez! Manny? Aide-moi Lola, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y avait combien? Dans le sac, il y avait combien? 100 000 marques. Quoi? Tu m'as assez répété que l'amour fait des miracles, mais en 20 minutes, trouver 100 000 marques, là, y a plus personne. Je vais t'aider, je trouverai bien un truc. Arrête Lola, tu rêves dans 20 minutes ou bien il me tue ou je vais chercher ce putain de pognon. Un petit disclaimer juste avant de commencer. Quand j'étais à l'école, j'ai fait anglais et italien. Je ne parle absolument pas la langue de Goethe, donc pardon d'avance à tous les germanophones, artistes, techniciens et noms de rue que je vais probablement écorcher tout au long de l'épisode. Mais je terminerai par la seule phrase que je connais en allemand, Ich liebe dich. Lola est une jeune Allemande aux cheveux rouges. À l'autre bout de la ville, son petit ami, Manny, appelle Lola. Il lui annonce qu'il a égaré un sac plein d'argent qu'il devait remettre à un gangster pour un rendez-vous imminent. Manny explique à Lola qu'il va braquer le supermarché en face de la cabine téléphonique d'où il appelle. Il imagine pouvoir ainsi combler la somme qu'il a perdue dans le sac. Il reste à présent 20 minutes à Lola pour trouver 100 000 marques, environ 50 000 € pour l'époque, et sauver Manny. Lola court désespérément à travers les rues de Berlin et elle rencontre une multitude de personnages et différents obstacles. L'originalité du film, c'est qu'il explore 3 versions différentes de la même histoire. Chacune des versions propose alors une histoire alternative où les choses ne se déroulent pas de la même manière. Le long métrage nous montre donc 3 chances de réussite pour Lola. Et c'est également une illustration concrète de l'effet papillon, des petits actes peuvent avoir de grandes conséquences. Tom Tykwer est né en 1965, pas très loin de Düsseldorf. Il est autodidacte, fou de cinéma et il tourne son premier film en Super 8 à l'âge de 8 ans. Il débute ensuite comme projectionniste à l'âge de 13 ans et s'installe à Berlin et devient responsable d'un cinéma, le Movimento. Il a alors 23 ans. Le bouillonnant jeune homme réalise quelques courts-métrages, dont Because en 1990 et Épilogue en 1992. Épilogue repose sur un faux flashback. Un couple en conflit voit son histoire se répéter de manière cyclique, chaque fois avec une issue tragique différente, remettant en question la réalité cinématographique. Dans Because, la même histoire est racontée 3 fois. La situation de départ est à chaque fois légèrement différente. Il s'agit d'une dispute entre une femme et son mari qui devient de plus en plus dévastatrice, provoquant des réactions en chaîne destructrices. Ces astucieux courts-métrages peuvent être considérés comme des esquisses de Cours Lola Cours, mais dans un format bien sûr plus restreint. Tom Tykwer collabore également à l'écriture de plusieurs scénarios et réalise pour la télévision des portraits de ses metteurs en scène favoris comme Aki Kaurismäki, Wim Wenders, Peter Greenaway et Lars von Trier. En 1992, il a 27 ans et il sort son premier long métrage, Maria la Maléfique, qui est un échec commercial mais qui reçoit un bel accueil critique et plusieurs prix en festival. Tykwer a coproduit le film avec Stefan Arendt via leur toute nouvelle société de production Liebesfilm. En 1994, ils s'associent tous les deux avec les réalisateurs Wolfgang Becker, le futur réalisateur de Goodbye Lenin, et David Levy pour former la X-Film Creative Pool. Cette société de production est inspirée par l'United Artists et elle privilégie l'indépendance artistique et économique pour une liberté de création maximale. C'est tout naturellement que X-Film produit le 2e film de Tom Tykwer, le thriller romantique Les Rêveurs. Wir fahren Omnibus. Et c'est durant la post-production de ce film, à l'automne 1996, que Tom Tykwer a une nouvelle idée, ou plutôt une image.
J'ai commencé à développer ce projet avec l'idée de construire un film entier autour de l'image d'une fille qui court. J'aimais tellement cette image d'une fille qui court avec beaucoup de passion et d'une certaine manière désespérée. Parce que cette image combine des éléments très basiques du cinéma, un corps énergique et donc le mouvement et l'émotion dans une seule image. Et pour moi, c'est ce que le cinéma a toujours été. Nous voyons et suivons des actions dynamiques et des sentiments. Il trouve également le titre Lola Rent et construit une histoire autour, celle de Lola qui court à travers la ville pour sauver son petit ami. Même s'il envisage ce projet comme un film très expérimental, cette idée lui apparaît un peu limitée. Je me suis dit, je ne peux pas faire un film de 90 minutes sur une fille qui court d'un point à l'autre, ça deviendrait trop répétitif. Mais que se passerait-il si la répétition devenait justement le sujet du film ? Ça me semblait pouvoir résoudre ce problème. Et c'est le déclic. Influencé directement par des films comme Rashomon de Kurosawa, Le hasard de Kieslowski et Un jour sans fin de Harold Ramis, Lola Rent propose une réflexion de fond sur le destin et les possibilités de l'existence. D'habitude, les films prennent une histoire qui se déroule sur un an, une semaine ou toute une vie pour la contenir dans 90 minutes. Mais moi je suis allé dans l'autre direction. On prend 20 minutes qu'on étire dans un long métrage complet d'1h30. Et même en allant encore plus loin, on peut également résumer toute une vie en seulement 3 secondes de métrage. Le film montre comment le hasard nous invite à prendre des décisions et agir sur les éléments qui surviennent. Concrètement, on peut voir les différentes possibilités qui se présentent à Lola durant son périple. Si elle arrive un peu plus tôt ou un peu plus tard à un endroit, le récit dérive complètement. Il suffit d'un décalage de 10 secondes pour que tout soit transformé. Dans une des 3 versions, Lola évite une voiture et dans une autre, elle la percute. Dans une version, Lola choisit de demander de l'aide à son père, un banquier, et dans une autre, elle braque carrément la banque. Lola décidera même d'entrer dans un casino, lieu des jeux de hasard. Et cela a également des répercussions sur tous les individus qu'elle croise, comme un effet domino. Il s'agit toujours de constructions apparemment stables qui sont, en fait, extrêmement fragiles. Si vous prenez un passage et que vous le mettez dans un ordre différent, tout s'effondre. Car une autre astuce du scénario, c'est d'avoir plusieurs personnages secondaires qu'on retrouve tout au long du récit. Comme par exemple le père de Lola, qui a une liaison extra-conjugale secrète avec une femme qui lui annonce qu'elle est enceinte, ou encore un sans domicile fixe qui se retrouve avec le sac plein d'argent que Manny, le petit copain de Lola, devait remettre aux gangsters. Ou bien un gardien de la sécurité qui a des soucis cardiovasculaires. La liste est très longue et le scénario fourmille d'idées de ce genre. Parfois, il s'agit même d'un personnage que l'on croise à peine, comme une dame d'un certain âge qui promène un enfant en poussette, dont on va percevoir des flash-forward des différentes destinées en quelques secondes via des images photographiques très brèves. Dans Cours Lola court, c'est à la fois la répétition et le principe de causalité qui prédominent. Le réalisateur s'amuse d'ailleurs à placer le motif de la spirale, motif de l'éternel recommencement, dans plusieurs recoins de l'image tout au long du film. Le scénario était très précis. Il décrivait tous les emplacements de toutes ces histoires secondaires qui se déroulent dans le film. Ce que nous avons fait, c'est de dire « Tomber sur quelqu'un, une seconde plus tard, peut faire d'elle une millionnaire ou une clocharde ». C'est quelque chose de difficile à écrire, car en quelque sorte, cela nous dit que tout est lié au hasard. Dans le premier tiers du récit, passé une introduction et un générique sur lequel je reviendrai un peu plus tard, nous avons une conversation téléphonique entre Lola qui est chez sa mère et Manny dans une cabine. Une séquence qui est d'ailleurs lézardée par des flashbacks sur la perte du sac plein d'argent. Puis Lola pense à son père et descend les escaliers. Elle court dans la rue, croise une femme avec une poussette, croise un jeune homme sur un vélo, entre dans la banque où travaille son père, croise son père et sa maîtresse, sort de la banque, croise le gardien de la sécurité, et pendant ce temps, Manny braque le supermarché, mais lorsque Lola arrive, les policiers sont là. Et tous ces éléments-là vont revenir dans la prochaine version, le prochain round, comme Tykwer écrit dans son scénario. Au printemps 1997, Tom Tykwer fait lire sa première version du scénario à ses producteurs. Et malgré l'enthousiasme général, tout le monde se rend compte que quelque chose manque, une dimension émotionnelle. C'est à ce moment-là que Tom Tykwer imagine 2 séquences très calmes et romantiques qui s'intercalent entre chaque version du récit. On y voit Manny et Lola,
un couple normal dans leur lit. Il y a un renvoi entre les deux séquences, puisque dans la première, Lola expose naïvement ses craintes sur leur couple. Mani, tu m'aimes? Bien sûr. Comment tu peux en être sûr? J'en sais rien. Mais je suis sûr. Et dans l'autre séquence, c'est Mani qui se pose des questions. Lola. Si aujourd'hui je mourais, qu'est-ce que tu ferais? Je te laisserai pas mourir. En tout cas, c'est cet amour qui est le cœur du film, et qui démontre pourquoi Lola a tant d'énergie, car il compte beaucoup pour elle. Attends, Mani. J'arrive. Je suis presque là. Attends. Je vais y arriver. Tom Tykwer ne veut pas d'un personnage comic book comme Tank Girl ou Lara Croft, mais d'un personnage bien ancré dans le réel. Lola fume beaucoup et elle n'est pas sportive. Je voulais vraiment que ce soit un être humain tout à fait normal. Elle n'a pas ce corps parfaitement modelé des magazines. C'est juste la fille d'à côté. Mais elle est motivée et animée par cette émotion intense, par l'adrénaline et un mélange de fureur et de passion. Et enfin, cerise sur le gâteau, Lola évolue durant toute la longueur du film. Elle traverse les 3 répétitions et devient plus forte, comme si elle se souvenait de chaque version. Je tenais à ce que le film ressemble à un voyage complet et non à 3 fois la même chose. Un voyage constant avec cette jeune femme à travers tous ces obstacles et ces horribles situations. N'importe quel réalisateur aurait pu se reposer exclusivement sur cette narration ludique et captivante, mais Tom Tykwer, lui, va encore plus loin. C'est un film sur les possibilités et les variations de la vie, mais nous étions également déterminés à en faire également un film sur le langage et les possibilités du cinéma. Flashback, flash forward, temps réel, temps étiré. Le temps joue un rôle capital dans le récit à plus d'un titre. Les montres et les horloges sont omniprésentes tout au long du récit. Pour Tom Tykwer, Lola Rent sera un film expérimental mais populaire et bourré de défis techniques. Le scénario, très original, séduit immédiatement. La production trouve très rapidement les fonds. 3 millions de Deutschmark, soit environ 1,6 million d'euros pour l'époque. C'est un budget ridicule quand on voit la grande ambition formelle du film, mais il permet d'être aussi totalement libre d'un point de vue artistique. Et le tournage est prévu pour l'été qui arrive. Ils ont donc environ 3 mois pour tout préparer dans une sorte d'urgence qui stimule toute l'équipe. Papa, je t'en prie, je suis sérieuse, je te jure que c'est pas une blague. Mais si, c'est une blague, bien sûr, là, c'est une vraie blague, mais enfin, avoue-le. Mais non, si tu m'aides pas, il va mourir. Mais qui va mourir? Mais Mani! Mani? Mais qui est Mani? C'est mon copain depuis plus d'1 an. Je le connais pas. Mais pourquoi il mourrait si... Dès le départ, Tom Tykwer a écrit le personnage de Lola avec Franka Potente en tête. Il lui a d'ailleurs fait lire la première version du scénario. Cette comédienne de 23 ans a suivi des cours d'art dramatique à Munich, puis elle est partie à New York étudier à l'Institut Lee Strasberg. En 1995, elle remporte un prix du meilleur espoir féminin dans le film allemand « Dans la forêt vierge après 5 heures ». Quand il la contacte, Franka Potente connaît déjà le travail de Tom Tykwer avec qui elle aimerait justement travailler. Et lorsqu'elle lit le scénario, elle est immédiatement séduite. Le thème central est universel. L'histoire aurait pu être tournée n'importe où, à Londres, à New York ou ailleurs. Il s'agit d'un amour qu'on veut sauver et préserver à tout prix. Et en marge de cette histoire, il y a une digression philosophique. Que se passerait-il si... Je crois que quel que soit notre univers, chacun de nous peut s'identifier à cette histoire. On aime tous s'identifier à une forte personnalité, surtout si elle laisse paraître des faiblesses. Franka Potente a également une très bonne compréhension du personnage de Lola. Lola est absolument le contraire de Mani. Mani est assez déjantée. Lola le sauvera plusieurs fois. Elle est très pragmatique. Amoureuse de Mani, elle se sent liée à son sort. Elle défend cet amour à tout prix, n'hésite pas une seconde et agit de manière extrêmement logique. Elle n'a peur de rien et se sent très forte après sa décision. Ironie, Il va me tuer, Lola. il faut lui expliquer. Oh, laisse tomber. Mais pourquoi? Parce qu'il pourra jamais me croire.
Une fois, j'avais gardé une cartouche de clope, une seule fois, il a tout de suite vu. Il croit jamais personne. Et tout ce voyage avec le super job et les Mercedes, c'était pour me tester. Pour voir si on pouvait me faire confiance, tu comprends? Quelle merde. À ses côtés, Maurice Bleibtreu, 26 ans au compteur, est le fils des comédiens Monica Bleibtreu et Hans Brenner. Il étudie l'art dramatique à Paris, Rome et New York et il a tourné dans plusieurs téléfilms et films de cinéma. Moritz remporte le prix Lubitsch en 1997 pour sa composition de tueur pathétique dans le film allemand Paradis Express. Là encore, Tom Tykwer avait Moritz en tête pour le personnage de Manny. Le comédien et le réalisateur se comprennent à merveille et ils commencent les répétitions. Manny n'est pas très différent de la majorité des gens. Il ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Il est juste un peu plus paumé que les autres. Sinon, c'est un personnage très actuel. Je n'ai rien fait de particulier pour construire le personnage. C'est venu des tripes et des répétitions avec Tom. Ça a bien marché. On l'a vu, même les petits rôles de Cour-le-Lacour ont leur importance. Alors Tom Tykwer caste des acteurs qui sont d'ailleurs des visages familiers en Allemagne. Selon le réalisateur, chacun des personnages pourrait potentiellement être le personnage principal de ce film. Au tout début, dans l'introduction, la caméra se balade dans une foule, filmée en accéléré, et elle s'attarde brièvement sur quelques personnes. Le réalisateur distingue Lola de la foule, mais il aurait très bien pu raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Et sur ces images, on entend la voix du comédien allemand Hans Petsch, qui philosophe sur l'homme, l'espèce la plus mystérieuse de notre planète. Der Mensch, die wohl geheimnisvollste Spezies unseres Planeten. Sa voix distinctive est facilement reconnaissable pour tous ceux qui ont grandi avec des disques de contes de fées en Allemagne. Le réalisateur sous-entend par là que le film est également un conte de fées. Puis la caméra s'attarde sur un personnage qui parle directement à la caméra. C'est Armin Roth, un comique allemand de renom qui joue souvent le prolo sympa. Il est habillé comme un agent de sécurité qu'on va revoir par la suite à la banque où travaille le père de Lola. Armin Roth donne le ton et lance le film en même temps qu'un ballon de foot dans les airs. Le ballon est rond, le match dure 90 minutes. Ça au moins c'est clair, le reste n'est que théorie. C'est parti. Herbert Knaupt rejoint l'équipe pour interpréter le père de Lola, ce qui lui rapportera le prix du meilleur second rôle masculin au Deutscher Filmpreis, l'équivalent des Césars allemands, et qu'on surnommera à partir de cette année 1999 les Lola, justement. Tu veux qu'on se voit plus tard? Est-ce que tu m'aimes? Quoi? Est-ce que tu m'aimes? Pourquoi tu demandes ça? Est-ce que tu m'aimes? Mais oui, mon Dieu. Alors décide-toi. Pas maintenant. Il faudra bien le faire un jour. Oui, mais pourquoi aujourd'hui, ici et tout de suite? J'attends un bébé. Aux côtés d'Herbert Knaupt, dans le rôle de la maîtresse du père de Lola, on retrouve Nina Petri, qui jouait déjà l'héroïne du premier long-métrage de Tom Tykwer, Maria la Maléfique. Et Nina Petri aussi décroche le prix du meilleur second rôle féminin, cette fois au Lola de 1999. Joachim Kroll, comédien assez connu en Allemagne, joue le rôle d'un clochard qui récupère par mégarde le sac rempli d'argent qu'oublie Manny dans le métro. Et avec son allure et sa fausse barbe, il est tellement méconnaissable que personne ne le reconnaît durant le tournage dans les rues berlinoises. Et enfin, citons Monica Bleibtreu, la mère de Moritz donc, qui elle aussi est très connue dans son pays et qui a ici un tout petit rôle en compagnie de son fils, celui d'une dame aveugle. Tom Tykwer cherche également à s'inscrire dans le rythme de son époque et traduire une certaine frénésie. Dans cette optique, Tom Tykwer s'inspire directement de l'esthétique des clips vidéo dans l'utilisation des formats d'enregistrement des images et de leur rythme. Pas étonnant alors de retrouver un mélange de supports et de formats. Par exemple, pour chaque niveau temporel ou narratif du film, on a une certaine esthétique. Le présent est filmé en pellicule Kodak 35 mm couleur, les flashbacks sont filmés en noir et blanc, les passages de l'action sans la présence de Lola ou de Manny sont filmés en vidéo, à l'image crue et dans une résolution assez faible. Les flash forward, c'est-à-dire les futurs potentiels de plusieurs personnages secondaires, sont montrés sous forme de photographie fixe, et d'autres effets viennent compléter la panoplie comme le split screen, les écrans partagés en 2 ou en 3,
un effet qui est directement décrit dans le scénario et que Tom Tykwer emprunte à Brian De Palma dont il admire le travail. Il y a aussi les effets de volée qui balayent l'écran ou encore une multitude de cadences accélérées ou ralenties. Et enfin, certains passages comme lorsque Lola descend les escaliers de chez elle sont représentés en animation. Pour Tom Tykwer, c'est vraiment le type de cinéma où tout devient possible. Ces dessins animés lancent donc chaque nouvelle version de l'histoire et dont le petit récit a des conséquences sur la suite de chaque séquence. Et pour un plan live assez complexe au Steadicam qui revient 3 fois dans le film, on y voit Lola qui sort de chez elle et qui laisse sa mère au téléphone. La caméra fonce alors sur la télévision qui diffuse une des 3 séquences d'animation montrant Lola descendant les escaliers. Il faut donc que cette animation soit prête pour le tournage. Et tout ce travail ainsi que le générique de début est confié à l'animateur israélo-allemand Gil Alkabetz et son équipe du studio Film Builder basé à Stuttgart. Vous l'avez compris, le métrage est une véritable explosion d'idées formelles et créatives particulièrement stimulantes. Et c'est pour ça que le film est donc intégralement storyboardé par Tom Tykwer. Pour rappel, c'est une sorte de bande dessinée qui préfigure le film fini. Vous avez déjà vu ces storyboards ? Ils sont hilarants, parce que le gars, même s'il ne sait pas dessiner, dessine quand même. On a des sortes de mannequins à 4 doigts, aussi gros que la tête. C'est très marrant. Mais ce n'est pas grave, ce qui compte c'est l'information à communiquer à l'équipe, comme la valeur du cadrage ou ce qu'on filme exactement. Et chaque détail a son importance. Où se trouve ce personnage dans cette scène et à cet instant ? Comment faire en sorte que la caméra ne montre que ce qui est important dans cet instant et pas le reste ? Quelle heure est-il dans ce plan ? Il fallait vraiment savoir où nous en étions et dans quelle section du film. 1, 2 ou 3. On échangeait toujours les uns avec les autres. Là, on est dans le round 2. Là, on est dans le round 3. Et ici, dans le premier. Et parfois, on était un peu perdu au sujet des émotions de chaque segment. La préparation est très technique et très précise. Surtout que le tournage ne pourra pas être tourné dans l'ordre pour des raisons logistiques. On n'a rien pu tourner dans l'ordre, et c'était un vrai bordel. Car lorsque vous faites des films à petit budget, vous ne pouvez pas tourner l'inverse ou dans un autre endroit, puis revenir juste parce que ça serait juste d'un point de vue chronologique. Vous devez filmer de la manière la plus économique possible. Et surtout, en fonction de sa place dans le scénario, chacune des séquences a donc 3 versions qui diffèrent. Il est donc évident que ces 3 versions doivent être tournées dans la foulée pour des raisons logistiques, comme la présence des comédiens, les lieux, les véhicules ou encore la qualité de la météo. Imaginez donc qu'il y a également plusieurs prises à faire pour chaque plan pour qu'il soit parfait. Un véritable casse-tête, surtout que Tom Tykwer redoute que le spectateur s'ennuie. L'un des plus gros problèmes du film pour moi, c'était de faire en sorte que l'idée de répétition devienne quelque chose de spectaculaire et d'excitant, et d'éviter que le spectateur se dise « Oh mon Dieu, ça recommence, c'est ennuyeux ». Le plus gros enjeu pour moi, c'était de ne pas perdre la concentration du public et qu'il se soucie vraiment de ce qui se passe encore et encore. On a donc essayé de rendre tout ça très excitant, étrange et différent. Roll sound. Sound production, take 2. Et ce tournage s'étale sur 7 semaines entre juin et juillet 1997. Le chef opérateur du film, Frank Grebe, a signé la photo des 2 premiers films de Tom Tykwer. Et son travail sur Maria la Maléfique a été primé, tout comme celui sur Les Rêveurs qui remporte le César allemand de la meilleure photo. Les 2 hommes se sont rencontrés en 1988 au cinéma berlinois Movimento, où travaillait Tom Tykwer, et ils se sont liés d'amitié. Et aujourd'hui encore, ils travaillent toujours ensemble. Durant le tournage, ils ont beaucoup de chance avec la météo qui reste assez homogène, un temps nuageux. Et pour contrer son aspect grisâtre, ils se disent qu'ils renforceront les couleurs en post-production. D'ailleurs, certains éléments du récit ont volontairement des couleurs très très vives. Le téléphone de Lola, l'ambulance et la chevelure de Lola sont rouge écarlate, une couleur connectée au personnage de Lola. Par ailleurs, d'autres éléments en lien avec Manny, comme la cabine téléphonique, le supermarché et le tram, sont tous d'une couleur jaune vif. Normalement, dans un tournage classique, on vide les rues et on les remplit par des figurants que l'on paye. Malheureusement, ici, le budget ne permet pas de payer tous les figurants nécessaires pour avoir une foule crédible dans les rues. Le réalisateur et la production optent alors pour une autre approche, celle de vider toutes les rues du récit. Comme si les rues étaient vidées exprès pour Lola. Elle court, seule contre le reste du monde. Les figurants que l'on voit donc dans le film sont donc tous choisis avec soin et ont une fonction particulière, nous permettant de nous repérer dans l'espace, le temps précis ou encore nous suggérer des futurs alternatifs possibles.
Un des décors importants du film, c'est la banque fictive où travaille le père de Lola, la Deutsche Transferbank. L'auteur-réalisateur souhaite une banque qui s'intègre dans l'image de la ville. Grande, vide, avec de la pierre et un immense hall dans lequel on peut se perdre avec plein de recoins sombres et des niches. Mais les filiales des banques berlinoises sont au contraire dépourvues de mystère, à l'opposé du labyrinthe. Le chef décorateur Alexander Manasseh, déjà à l'œuvre sur le précédent film de Tom Tykwer, décide alors de tricher. Tous les intérieurs et tous les extérieurs sont transformés. Il filme ses séquences au siège social de la Dessner Bank, sur la Bebelplatz, qui a un grand hall d'entrée qu'on pourrait prendre pour celui d'un musée, et qui par chance est vide au moment du tournage. Vin noir, pair et passe, le vin est gagnant. Dans le scénario, Lola rentre dans un casino. Mais ils ne veulent pas d'un casino moderne avec cette atmosphère confinée propre à Las Vegas. Et à Berlin, il n'existe pas de casino comme ça. Là aussi, Tom Tykwer souhaite que le décor prenne des allures de musée. Les intérieurs sont filmés à l'hôtel de ville du quartier de Schönberg, dont il transforme le hall en casino. Et l'extérieur du casino est en réalité celui du palais de Kronprinz, un monument qui sera par la suite transformé en musée. Et tout le film est comme ça, sans respect pour la géographie de la ville, car il correspond à l'état d'esprit de Lola, dont la devise serait « Je refais le monde selon mes désirs ». Ok, tout le monde s'allonge par terre. Allez, par terre. Ok, allongez-vous tous par terre. Dans le premier tiers du film, Manny braque le supermarché en face de sa cabine téléphonique. Main sur la tête et fermez-la. Main sur la tête et fermez-la. Ouvrez les caisses. Toutes les caisses ouvertes. Les caisses ouvertes. Mais impossible de trouver dans tout Berlin un supermarché qui veuille bien accueillir le film. Après plusieurs semaines de sollicitations, ils finissent par obtenir un accord d'un supermarché de la chaîne Ball dans le quartier de Charlottenburg. C'est d'ailleurs un bâtiment qui sera malheureusement détruit en 2022. Le tournage de la séquence de fin du film a lieu un dimanche, car ce quartier complet doit être désert. Mais malgré tout, l'équipe se retrouve confrontée à quelques riverains irrités de ne pas pouvoir traverser. La discussion qui lance réellement l'enjeu du film se déroule entre Lola qui est chez sa mère avec un téléphone fixe et à l'autre bout de la ville, Manny qui est dans une cabine téléphonique justement en face de ce supermarché. Mais tu comprends rien, Lola. Ronnie débarque dans 20 minutes et je suis foutu, il va me liquider, je suis qu'une merde pour Manny, lui. calme-toi. Mais comment me calmer? T'as pas autre chose à dire? 100 000 marques, Lola, toi non plus, tu peux pas les trouver. Tu comprends pas qu'il va me tuer, qu'il va m'exploser, me faire cramer et faire flotter mes 100 000 cendres jusqu'à la mer du Nord? Et là, il y aura plus de Manny du tout, je connais déjà la fin de l'histoire et ça, tu peux rien contre ça. La séquence est couverte par une multitude d'angles de prise de vue, que ce soit dans la cabine et chez Lola. Et donc elle nécessite 2 jours de tournage. Un pour les plans sur Franka Potente et un autre sur Maurice Bleibtreu dans la cabine. En amont, il y a déjà eu beaucoup de répétitions pour trouver le bon rythme. Et pour que la qualité d'interprétation plutôt intense soit au rendez-vous, chaque acteur filmé donne réellement la réplique à l'autre en hors-champ. Franka Potente trouve ses journées un peu longues. Mais Moritz, qui passe d'ailleurs 14 heures dans la cabine téléphonique, lui reste imperturbable et il est même content d'être sur le plateau. Les autres passages où Lola et Manny sont réunis sont les fameuses séquences calmes où on retrouve les amoureux qui discutent dans leur lit. Ces 2 séquences sont filmées dans une lumière monochrome rouge et en top shot, c'est-à-dire en plongée totale au-dessus des comédiens. Bon, alors je dis plus rien si tu préfères. Je ne veux pas de paroles, je veux savoir ce que tu ressens. Ok, je ressens que c'est toi la meilleure. Tu ressens. Qui est-ce qui ressent en vrai? Bah moi. Mon cœur. Ton cœur te dit « Salut Manny, c'est elle ». C'est ça. Et toi tu réponds « Ah oui, merci du renseignement et au revoir et à la prochaine ». C'est ça. Et tu fais tout ce que ton cœur te dit de faire. Tom Tykwer n'oublie pas que même si ces séquences sont loin d'être aussi spectaculaires que le reste du film, elles n'en sont pas moins le cœur émotionnel du projet. D'ailleurs, elles ont été soigneusement répétées et filmées quelques semaines avant le tournage. Ces séquences nécessitent donc une journée en équipe réduite, car l'accent doit être mis sur le dialogue et la proximité entre les 2 comédiens. Je crois vraiment que sans ces 2 longues interruptions, le film serait tout simplement trop écrasant ou trop hystérique. Ce qui caractérise visuellement le personnage de Lola, ce sont ses cheveux rouges. Mais obtenir ces cheveux rouges et maintenir la continuité sur les 7 semaines de tournage n'est pas une mince affaire. Ce n'était pas une perruque, mais mes propres cheveux. Nous avons décoloré mes cheveux 8 fois pour qu'ils deviennent vraiment blancs
et pour pouvoir obtenir ce rouge vif. Je n'ai pas pu me laver les cheveux pendant 3 mois. J'ai supplié à genoux en disant « Regardez les gars, je dois me laver les cheveux ». Mais le problème, c'était la continuité. Les cheveux sont devenus assez désordonnés et nous avons vraiment travaillé sans relâche pour trouver la bonne combinaison de couleurs. Alors j'ai dit, allez, on peut vivre sans se laver les cheveux. Mais je dois admettre qu'au bout de 6 semaines, c'était vraiment nécessaire. Pourtant, depuis quelques années, au DFF, une sorte d'équivalent allemand à la Cinémathèque française, on peut voir une perruque rouge utilisée sur le film. Mais que les fans se rassurent, la commissaire de l'exposition Stéphanie Plappertz a expliqué en mai 2020 qu'il s'agit bien d'un accessoire du film, mais uniquement créé pour des essais et des photos. Franca Potente a réellement dû garder ses cheveux rouges jusqu'au bout du tournage, jusqu'à ce qu'on soit sûr que toutes les pellicules soient développées avant de se laver la tête une bonne fois pour toutes. La comédienne a dû également apprendre à crier pour quelques scènes dans le film, et surtout une en particulier assez mémorable dans le casino vers la fin du film. Je crois que j'ai crié pour la toute première fois de ma vie durant les répétitions. Tom m'a demandé « Est-ce que je peux t'entendre crier ?» C'était très dur et j'avais honte. Je me souviens, c'était un moment un peu gênant parce qu'il semblait qu'elle n'avait jamais crié comme ça. Et je me souviens qu'il a même crié avec moi. C'est très libérateur. Le cri était vraiment assourdissant et il avait cette énergie que j'avais espérée. Mais bien sûr, le gros morceau du tournage pour Franca Potente, c'est la course. Et pourtant, avant le tournage, la comédienne, qui est une fumeuse, est loin d'être préparée. Je n'ai jamais fait de jogging de ma vie et franchement, je n'aime pas ça et c'est vraiment ennuyeux. Et pour ce film, j'ai essayé de m'entraîner un peu, mais ça n'a pas vraiment marché. Il faisait si chaud à Berlin cet été et j'ai dû courir tellement de fois. Pour l'aider, une personne de l'équipe accompagne la comédienne dans ses échauffements qu'elle fait tous les matins. Avant de courir à l'écran, je devais accélérer ma respiration. Soit je courais, soit je faisais des sauts. Mais Tom était très strict là-dessus. Il disait « Il n'y a pas que la respiration. Je le vois à ta peau et à tes yeux. C'est un certain rythme qui pulse. » Je devais donc faire un tour du quartier avant de me lancer à l'écran. Avec l'aide de Tigver, Franca trouve un style de course plus ou moins imposé par les Doc Martens qu'elle porte aux pieds. Et la comédienne se donne à fond. Le niveau d'énergie ne pouvait jamais être inférieur à 150%. Le plus important était donc de commencer avec cette énergie désespérée et de laisser les choses se faire. Bien sûr, c'était épuisant, mais quand j'ai vu les résultats, j'ai eu un sentiment très fort. Ce que nous faisions était juste et ça valait la peine de courir. Tom Tigver est aux anges. Honnêtement, le film n'aurait pas fonctionné aussi bien sans la performance de Franca, son énergie et toute cette aura vibrante qu'elle apporte au film. Elle incarne l'esprit, l'âme et la puissance du film. Et le film terminé ne montre finalement qu'une petite partie, évidemment la meilleure, de ce qui a été filmé. Le rapport de couverture du film était de 1:20. Cela signifie que nous avons tourné 20 fois plus que ce que vous voyez dans le film. Figurez-vous que Franca a donc couru 20 fois plus que tout ce que l'on voit à l'écran. Les courses sont filmées à plusieurs cadences, en vitesse normale à 24 images par seconde et parfois au ralenti. Et surtout, celles-ci doivent être filmées en mouvement. L'équipe Image utilise toutes sortes de véhicules pour tourner. Une Jeep, une grue, un tricycle, une brouette, bref, tout ce qui roule et qui permet de proposer un plan dynamique. Le style de l'image est assez brut, mais il est compensé par une grande variété de machinerie impliquée. Parfois, l'équipe déco s'arrange pour placer des éléments au premier plan pour amplifier la vitesse sur les travings latéraux de la droite vers la gauche. Je vous ai déjà parlé de la séquence d'ouverture du film, celle où la caméra se faufile à travers des milliers de personnes. L'idée derrière cette séquence, c'est de donner la fausse impression que ce sont les personnages principaux du film et qu'on va parler d'eux. Parmi toutes les vies dont on pourrait parler, prenons celle-ci ou celle-là. Chaque vie vue de l'intérieur est aussi intéressante qu'une autre, et la caméra finit par s'arrêter sur l'agent de sécurité joué par Armin Rohde. Celui-ci lance un ballon de foot très très haut dans les airs, et à cet instant, on a une vue plongeante et on découvre un sol blanc où toute la foule doit se réunir pour former le titre Lola Rent.
Cette séquence est tournée dans un grand aéroport désaffecté à Gatow. La production réunit environ 300 figurants pour suggérer une foule de milliers de personnages avec quelques individus qu'on retrouvera plus tard dans le film et qui regardent la caméra. Tigver ne souhaite pas d'habitation dans l'arrière-plan, juste un espace vide et une foule de gens. On ne sait pas où ils sont, peut-être dans une sorte de nirvana, et le chef opérateur fonce sur la foule avec sa caméra en passant tout près des gens. Là encore, plusieurs fréquences d'image sont utilisées, accélérées ou ralenties. Et pour filmer l'apparition du titre, le chef opérateur monte sur une grue, placée à 60 mètres de hauteur, et comme il n'y a pas assez de figurants pour former toutes les lettres du titre complet, le groupe de 300 personnes forme une seule lettre à la fois. L, puis O, puis L, puis A, etc. Et le tout sera ensuite composité, c'est-à-dire assemblé dans un logiciel d'effet visuel appelé le Domino. Pour 1998, c'est un effet très complexe et très long à obtenir. D'ailleurs, toute la séquence elle-même est intégralement retouchée. Le réalisateur souhaite faire apparaître les gens comme dans une nébuleuse et donner des contours plus nets aux personnages qui vont jouer un rôle dans le film. Leur couleur doit être plus brillante. Il faut donc retoucher chaque image, ce qui représente un gros travail. Enfin, c'est le même logiciel qui sera utilisé pour la partie du générique où l'on découvre le casting du film. Les graphistes ajouteront des salissures typiques de la pellicule car le premier résultat apparaît bien trop aseptisé et éloigné du style du film, un peu plus brut. Les photos des flash-forward, les futurs potentiels des personnages, sont souvent réalisées durant les week-ends. Ces photos étaient vraiment très amusantes à faire. Je voulais vraiment qu'elles ressemblent à de vraies situations, dans de vrais décors, des vrais lieux. Et bien sûr, il faut les acteurs, trouver le bon endroit, et faire le costume, le maquillage. Tout ça, ça rend fou les producteurs, parce que c'est un gros travail, rien que pour un tiers de seconde. Enfin, la quasi-totalité des membres de l'équipe sont prises en photo pour un court passage au début du film où Lola, chez elle, passe en revue dans son esprit à toute vitesse les personnes qu'elle connaît pour trouver de l'argent avant de se focaliser sur son père. Le dernier jour de tournage est réservé à une séquence qui revient 3 fois dans le récit. Une ambulance rouge déboule à toute vitesse dans une rue où des déménageurs transportent une énorme vitre. Dans une version du récit, le camion doit freiner juste avant de toucher la vitre et dans une autre, il doit la percuter. Évidemment, on commence par tourner tous les plans où le camion s'arrête juste avant. Tom Tykwer est nerveux. Vu le budget du film, ils n'ont seulement pu s'offrir que 2 vitres. C'est Volker Buff, le coordinateur de cascade, qui conduit le camion et qui s'arrête toujours très près de la vitre. Une dizaine de prises sont tournées, tout se passe bien, les plans nécessaires sont dans la boîte comme on dit, et pour la dernière prise, le camion doit briser enfin la vitre. Les 4 caméras sont en place, et pour être sûr que l'explosion ne blesse personne, en réalité, elle est aidée par un petit système avec un peu de dynamite. Tout le monde est sur le pied de guerre, le réalisateur crie action, et l'explosion se produit lorsque le camion touche la vitre. Tout fonctionne à merveille donc, si bien qu'ils n'ont pas besoin de tourner de prises supplémentaires. Mais ironiquement, les acteurs qui maintiennent la vitre depuis le début de la matinée sont tellement fatigués qu'ils ne veulent plus porter cette vitre ailleurs. Et finalement, l'équipe finit par casser la deuxième vitre sur place. Voilà, clap de fin pour un tournage assez chargé et plein d'énergie insufflée par son jeune réalisateur. On était complètement dans notre bulle, super excités et on s'est beaucoup amusé à le faire parce qu'on savait que ça serait déroutant et dérangeant. Tout le monde était très enthousiaste. Tom a beaucoup d'énergie, beaucoup de vision et il est capable non seulement d'articuler cela très bien, mais aussi de dynamiser les gens à tout moment. Nous étions tous totalement convaincus que c'était bon, intéressant, excitant, audacieux et fou. Et nous ne nous soucions pas vraiment de savoir si le monde entier comprendrait. La monteuse du film est une Française qui vit à Berlin, Mathilde Bonnefoy. En 1995, elle devient assistante dans un laboratoire de traitement numérique pour le cinéma et la vidéo. Elle apprend à utiliser le logiciel de montage virtuel assez récent Avid Media Composer, toujours massivement utilisé aujourd'hui, et débute comme monteuse sur un clip de Rammstein qui passe en boucle sur MTV. Elle travaille ensuite sur de nombreux clips, mais elle est encore assistante monteuse et elle participe ensuite au montage d'un film produit par X-Film et monte la bande-annonce de ce film. C'est à cette occasion qu'elle rencontre Tom Tykwer qui la contacte pour Cours-le-Lacour. Mathilde Bonnefoy a 25 ans et c'est le premier long métrage dont elle signe le montage.
Le scénario tel qu'il a été tourné est pas mal remanié en montage justement. De nombreuses scènes sont supprimées et le rythme a été considérablement amplifié et le résultat est moins réflexif et beaucoup plus dynamique. Parfois, on peut aller un peu plus vite, puis c'est trop écrasant ou trop perturbant. On a l'impression d'être déconcentré, on se perd dans la vitesse et c'est trop chaotique. Nous voulions tout faire pour que ce soit une expérience émotionnellement engageante. Et Cours-le-la-Cour est chargé en effets visuels. Il contient 1581 transitions, des split screens, des fondus, des balayages. Tout ça en 71 minutes d'action si on ne compte pas le générique et la séquence de pré-générique. Mathilde propose des choses très intéressantes comme de resserrer au maximum les plans lors du braquage et même d'utiliser plusieurs prises différentes, parfois en jump cut, pour amplifier l'énergie. Mathilde fourmille d'idées. Elle prend par exemple un plan où l'on voit une jeune femme un peu plus loin marchant vers Lola, et dans le plan d'après, Mathilde raccorde avec un autre plan sur Lola où la personne qui rentre finalement dans le champ est une personne âgée, comme un saut temporel qui participe à l'idée générale du film. Et le résultat est dû en grande partie au travail brillant de la monteuse Mathilde et à la combinaison entre la musique et le montage. Le tout est rythmé par une bande-son énergique et électronique qui illustre le son moderne techno de l'époque, caractéristique de la scène musicale berlinoise des années 90. Tom Tykwer signe d'ailleurs la musique de son film accompagné de l'Australien Johnny Klimek et de l'Allemand Reinhold Heil qui s'occupent des claviers et des synthés. Les trois hommes ont travaillé ensemble sur le précédent film du réalisateur, Les Rêveurs, qui est leur première bande originale. Tom Tykwer, lui, a pris des leçons de piano depuis l'enfance et il aime composer. De toute façon, il écrit, pense, tourne et monte de façon très musicale. Pour lui, c'est l'association musique plus image qui fait un film. Il est donc logique qu'il s'occupe de très près de la bande sonore. La musique était très importante, en particulier pour les dernières étapes du montage. Nous sommes passés par différentes phases de strates musicales. La musique du film est évolutive, elle se divise en 3 styles, qui chacun accompagnent une des 3 courses de Lola. La première course se fait dans le son acide des années 80. Sur la scène du supermarché, on entend de la trance techno, puis on reste sur une ligne de basse qui s'écoute comme un battement de cœur. La seconde course est imprégnée des basses et des sons du hip-hop. Elle appartient à la même famille que le Born Sleepy qu'on entend dans Trainspotting par exemple. La troisième course est de la pop électronique avec des accents de breakbeat que la voix de Franca Potente enrichit de mystère. Au départ, dans le scénario, il devait y avoir des passages avec une voix off de ce que pense Lola quand elle court. Mais cette idée se transforme peu à peu pour devenir des paroles de chansons créées spécialement pour le film et chantées par Franca Potente, une première pour elle. La musique est arrivée par accident parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour la bande originale. La première version des chansons était très minimale, presque primitive, mais ça nous a donné la structure des battements par minute pour le montage. On savait qu'on resterait avec ce tempo, puis lentement, les sons se sont ajoutés, et puis enfin la voix de Franca. Et cette bande originale est élaborée en même temps que le montage, et l'enregistrement final se déroule aux États-Unis, à Santa Barbara, dans un studio qui appartient à l'un des 3 compositeurs. À l'origine, une chanson d'Elvis Presley est placée temporairement sur une séquence où Lola et Manny s'échappent après le braquage du supermarché. Mais les droits musicaux de cette chanson sont hors de prix. Et c'est le chef opérateur Frank Grebe qui, devant le montage, propose le standard des années 50 de Dinah Washington. What a difference a day made. 24 little hours. Cours-le-la-Cour sort dans les salles allemandes le 20 août 1998. Il marche très bien et ne tarde pas à franchir les frontières et à attirer l'attention dans de nombreux festivals où il sera présenté, comme la prestigieuse Mostra de Venise où il est en compétition. Il gagne même une dizaine de prix dans le monde et accumule plusieurs récompenses équivalentes aux Césars allemands. Outre les meilleurs seconds rôles masculins et féminins que j'ai déjà évoqués,
Lola Arendt repart avec les trophées du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure photographie et meilleur montage. Franca Potente repart avec un prix du public récompensant l'actrice de l'année. Le film est un petit succès commercial à l'international, ce qui donne au cinéma allemand une impulsion et une nouvelle confiance en lui. Le CD de la bande originale se retrouve lui dans le top 10 des hits allemands. Le clip de Believe, tourné par Tom Tykwer lui-même, est primé au MTV Award allemand en 1999. Pour Maurice Bleibtreu, c'est la recette spéciale du film qui a su toucher le public. Ce qui le rend spécial pour moi, c'est que c'est un film qu'on peut regarder avec du popcorn, mais en même temps, il a une approche philosophique. Et je pense que c'est totalement cool. Il sort enfin en France le 7 avril 1999 dans un nombre limité de salles et attire malheureusement un peu moins de 83 000 spectateurs. Ensuite, la carrière de Tom Tykwer décolle littéralement. Il se retrouve quelques années après sur l'alléchante adaptation du Parfum de Patrick Süskind, et puis sur le thriller d'action L'Enquête avec Clive Owen, avant de co-signer avec les Wachowski le pharaonique Cloud Atlas et la série Sense8. On retrouve Franca Potente par la suite dans le slasher allemand Anatomy, dans le film Blow de Ted Demme aux côtés de Johnny Depp et Penelope Cruz, puis dans La mémoire dans la peau avec Matt Damon, ou plus récemment dans l'excellent Conjuring 2 de James Wan. Et en 2020, elle écrit et réalise le drame Home en langue anglaise avec Katie Bates. Comme pour Franca Potente, Lola Arendt est un véritable tremplin pour Moritz Bleibtreu qui accède à la notoriété. On le retrouve dans l'épatant film allemand L'Expérience, mais aussi dans un second rôle dans le Munich de Steven Spielberg ou encore l'injustement boudé Speed Racer des Wachowski. Il passe en réalisation lui aussi en 2020 avec le thriller Cortex, dont il signe le scénario et s'octroie le premier rôle. Cours-le-la-cour est trouvable facilement en VOD. Sur support physique, il existe un vieux DVD TF1 qui est encore trouvable d'occasion, et pour la haute définition, il faut se tourner vers le Blu-ray anglais qui contient des sous-titres français et qui est trouvable à petit prix. Mais le film ressort en copie restaurée en 4K dans quelques salles internationales durant l'été 2024, et donc on peut espérer un Blu-ray 4K dans la foulée. Salut toi. T'as une de ces têtes. T'as couru ? Alors moi j'ai découvert ce film en salle, au cinéma Le Club à Grenoble, dans la salle 3. Il me semble même que j'étais avec mon ami Felipe, qui doit écouter cet épisode d'ailleurs. Hein. Salut Felipe. Et à cette période, je faisais mes études à l'ESRA, des études d'audiovisuel à Paris. Et je commençais à regarder le cinéma d'un œil différent, avec un peu plus de technicité qu'avant. Et alors là, quand je découvre Cours-le-la-cour, je suis en transe, quoi. Je trouvais, et je trouve toujours, qu'il a réussi à capter l'air du temps, la techno, les clips. Je trouve ça super beau, romantique et en même temps très ludique. Et la bande originale aussi m'a rendu complètement dingue. Je l'ai écouté mais des centaines de fois. Et le film après, je l'ai vu et revu. Je l'ai acheté en DVD zone 1, puis en DVD zone 2, et puis après en Blu-ray. Alors je ne sais pas trop s'il a vieilli pour les gens qui le découvriraient. Je pense que oui, probablement un peu. Il a une patine années 90. Mais je trouve qu'il dépasse ses gimmicks visuels. Tellement ça fourmille d'idées, que c'est nerveux et que c'est court aussi. Parce que voilà, c'est un film de moins de 90 minutes, très riche, très complet, à la fois philosophique et populaire. Et dans une époque où le moindre film dure 2h30 ou 3h, ça fait du bien des fois, quoi. Alors moi aujourd'hui je donne aussi des cours d'audiovisuel et il m'arrive de montrer ce film-là aux étudiants. Et en général ils m'en font un très très bon retour. Je pense qu'il touche quelque chose de l'ordre de la force juvénile, quelque chose comme ça, qui dépasse les générations. Et bon, vous l'avez compris, je vais pas m'étendre plus que ça sur le film. Si je fais un épisode aussi long sur Cours-le-la-cour, c'est que j'adore ce film. Donc je vous conseillerais juste, si vous ne l'avez jamais vu, de le découvrir dans les meilleures conditions en allemand parce que la VF est atroce comme vous avez pu le constater et apparemment la version anglaise n'est pas mieux parce qu'elle est considérée visiblement comme une des pires versions anglaises d'un film européen. Donc je pense que voilà, le film n'est pas gâté dans ses traductions, mais il faut le voir en allemand, quoi. Et si vous l'avez déjà vu, je vous invite à le revoir, vous ne le regretterez pas, c'est franchement de la balle, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un des meilleurs films européens que j'ai vu des années 90. Et si vous êtes d'accord ou pas, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux ou sur YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que tous nos épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. C'était Mick pour Retour à l'écran express. À ciao, bonsoir.
Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.